Militante des droits de la personne, comment dirais-je, c'est une personne dont l'activité, en tout cas, elle vous fera part de ses activités en Haïti, mais c'est une personne qui a toujours eu des liens assez, disons, proches avec le Québec, une personne qui a toujours eu des échanges avec soit des organisations féministes, des ONG et autres québécoises, que ce soit ici ou là-bas en Haïti. Il me fait très plaisir de vous la présenter et nous lui avons demandé de traiter de la question des femmes haïtiennes. On sait qu'on parle beaucoup d'Haïti. On a toujours parlé beaucoup d'Haïti au Québec, mais on en parle en particulier beaucoup depuis le séisme. Donc, on sait que beaucoup de mythes circulent au sujet d'Haïti, au sujet de l'aide internationale, au sujet de la situation des femmes. Donc, nous lui avons demandé de parler des mythes et des réalités des femmes haïtiennes aujourd'hui. Voilà. Merci Denise, bonjour à toutes et à toutes. Merci de m'accueillir ici à l'UQO. Je remercie vivement l'Oregon pour cette invitation, l'université et puis toutes les personnes qui, à un niveau ou à un autre, ont contribué à ce que je puisse être présente ici. Et merci de m'accorder votre attention. Donc, comme Denise a annoncé, il m'a été demandé de parler des mythes et des réalités. Donc, je vais tâcher de le faire en espérant qu'après cela, ça vous rendra Haïti un peu plus concret, que ce ne sera pas une représentation virtuelle, mais un pays avec des êtres humains de chair et de sang, avec tout ce que les êtres humains ont de bon et tout ce qu'ils ont de mauvais, parce qu'on est tout simplement des personnes comme les autres. Alors, la première chose qui serait importante que je voudrais faire dans mon propos, c'est d'abord rapidement faire une petite mise en contexte sur Haïti, ensuite épingler quelques mythes, justement, sur la situation des femmes au regard de ce qui se passe et effectivement, et en tenant compte justement des combats qui sont menés pour améliorer la condition féminine en Haïti. Concernant le contexte, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que Haïti est souvent connu, on en parle par rapport aux catastrophes, par rapport aux choses qui vont mal. On parle très peu des choses positives, des actions au quotidien qui n'ont pas grande presse, qui sont sans gloire, mais c'est ce travail au quotidien, cette plomberie, et notamment qui se passe en milieu associatif, qui permet à un pays d'exister et qui permet à une population de continuer à garder espoir. Historiquement, Haïti est relativement connu par rapport à sa révolution, la révolution anti-esclavagiste de 1804, certainement, mais ce qui est moins connu, sont les valeurs qui ont sous-tendu cette révolution. Les valeurs de liberté, d'égalité et surtout la question de la souveraineté, qui est une question qui est au cœur de l'ensemble des luttes sociales en Haïti, la question de la souveraineté nationale. Une question, je crois, si mes informations sont correctes, qui ne laisse pas beaucoup de monde indifférent ici au Québec. Donc, c'est une question à laquelle nous sommes très sensibles, d'autant plus qu'actuellement, en Haïti, nous avons une force onusienne, une mission de la paix. C'est encore un des paradoxes, peut-être il faut commencer par celui-là. Il y a une mission onusienne en Haïti depuis 2004, mais il n'y a aucun accord de paix qui est signé en Haïti. Puisque comme Haïti n'avait jamais été en guerre, il n'y a personne à mettre autour de la table pour signer des accords de paix. Mais vous savez comment les institutions internationales, on fonctionne, pour employer un mot que mes étudiants très jeunes emploient dans leur langage actuel, un template. Quand un pays a des situations de crise, le format, c'est les missions de paix. Donc Haïti, on n'a même pas cherché à voir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Hop, on a mis une mission de paix qui est arrivée où il y a, par rapport à des pays de la sous-région d'Amérique latine, où il y a beaucoup plus de soldats que dans des pays où il y a eu la guerre, comme le Guatemala. C'est quand même assez étonnant, et les Haïtiens et les Haïtiennes, on est toujours perplexes par rapport à cette mission de paix qui s'appelle la MINUSTAN, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... elle a été effroyable, des guerres de gangs. Sauf que les gangs ne se battaient pas pour la prise du pouvoir.
C'était absolument pas dans leurs idées de venir gérer le pays. C'est des guerres de territoire par rapport à toutes sortes de trafics interlopes, notamment la route de la drogue. Mais c'est des gens qui ça n'a jamais été dans leur option, de leur visée d'occuper le pouvoir. Donc cette mission de paix est là. Elle est encore là et un petit peu... Elle est très mal reçue, il faut le dire. Et aussi très mal à l'aise, puisque à partir du moment, il y a beaucoup de lourdeur dans ces machines-là, qu'on est inscrit dans un chapitre, c'est extrêmement difficile d'en sortir, même quand on se rend compte qu'il n'y a pas de guerre en Haïti. Donc, mais la mission est encore là. Et ça pose beaucoup le problème de la souveraineté. Il n'y a aucun peuple qui apprécie de voir des bottes de militaires sur son territoire. Et comme vous le savez, toutes les missions de paix, on a beaucoup écrit là-dessus, viennent avec leur lot de problèmes, et notamment en ce qui concerne les violations des droits de la personne, et notamment des violations des droits des femmes, beaucoup d'abus sexuels, beaucoup de viols, de trafic sexuel. Et pour ne citer qu'un exemple, les organisations féministes et les organisations de droits humains s'étaient mobilisées, et on avait obtenu que l'ONU arrive à expulser tout un contingent de soldats à cause du trafic sexuel et des viols. Récemment encore, nous avons pu aller en procès avec des soldats de la MINUSTAH pour des viols, pour la pédophilie, au fait, des agressions vis-à-vis des petits garçons. Donc c'est quelque chose de récurrent et on n'arrive pas à s'en défaire. Le troisième élément, je pense, important dans le contexte actuel qu'il faut signaler avec cette mission de paix, c'est que par le manque d'attention porté à certaines questions concernant la santé, c'est que le choléra a été introduit en Haïti. Le choléra n'existait pas en Haïti. Et des études indépendantes, y compris de chercheurs onusiens, ont bien établi que la souche du virus était une souche asiatique, particulièrement venant du Népal. La population haïtienne ne s'en prend pas aux Népalais en tant que tel, mais à la mission en tant que telle, qui n'a pas pris les précautions nécessaires, sachant que qu'on faisait venir des contingents importants de gens originaires d'un pays où le choléra était endémique, et les précautions sanitaires n'ont pas été prises puisque l'ensemble des excrétas étaient déversés dans les fleuves. Étant donné les niveaux de vie de la population, les gens utilisent beaucoup l'eau des fleuves. C'est par l'eau que ça s'est principalement transmis et le contingent de morts est quand même assez important et actuellement les organisations de droits humains sont en train de se battre pour que l'ONU le reconnaisse et vraiment prenne des mesures, pas tant directement simplement en termes de dédommagement des populations civiles, mais de réparation, c'est-à-dire, vu les problèmes que cela pose en termes sanitaires et la pression que cela exerce sur un système sanitaire déjà fragilisé après le séisme du 12 janvier, donc que cette responsabilité-là soit assumée. Donc, une première démarche a été faite, on a été débouté, mais bon, on n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il faudra continuer parce qu'il ne s'agit pas pour les instances internationales de simplement proclamer les beaux principes, mais lorsqu'ils sont concernés, d'être capables de l'appliquer. Le respect des droits humains ne peut pas se limiter à des slogans, ça doit se traduire dans des pratiques qui se montrent effectivement respectueuses. Donc ce détour-là, c'était au sujet de la souveraineté et pour dire que vraiment, comment la mission des Nations Unies est vraiment très mal acceptée. Cette question de la souveraineté s'est posée dès l'indépendance d'Haïti. On a eu beaucoup de mal à faire reconnaître l'existence du pays. Et il faut dire que les grandes puissances de l'époque, la France en tête, n'ont pas voulu le reconnaître et Haïti a dû payer très chèrement ce tact d'indépendance et de souveraineté, et au propre comme au figuré, puisqu'on a dû, pendant près d'un siècle, rembourser à la France ce qu'on a appelé la dette de l'indépendance. Ce qui est intéressant de retenir par rapport à ce qui se passe au plan financier au niveau international, c'est la mécanique de la dette qui, dès lors, est déjà enclenchée. Cette mécanique de la dette, Haïti a dû emprunter à la France pour rembourser à la France avec les taux d'intérêt. Mais oui, et ça nous a pris un siècle. Donc, tout ça, c'est important de l'avoir en mémoire parce que lorsqu'on parle des pays
de manière un peu neutre, sans contexte historique, par rapport à leur développement économique, il faut bien comprendre le poids que cette dette a eu sur un pays comme Haïti. Un pays qui se retrouve isolé pour avoir fait une ancienne colonie, qui fait une révolution anti-esclavagiste et qui est au banc de la communauté internationale. Personne ne reconnaît Haïti. États-Unis compris, personne. Et en plus, un pays qui se permet d'apporter un soutien aux autres pays d'Amérique latine qui sont engagés dans les luttes de libération. Et c'est pour ça que, dernièrement, il y a des gens qui ont été très surpris de voir comment en Haïti on avait eu beaucoup de commémorations pour saluer la mémoire de Hugo Chavez sans le prendre, sans angélisme. Sauf que c'est dans le monde contemporain, c'est l'un des rares dirigeants sud-américains à avoir officiellement rappelé, à avoir arrêté cette amnésie pour dire que la petite Haïti est celle qui avait accueilli les libérateurs sud-américains qui n'avaient nulle part où aller. C'est en Haïti qu'ils s'étaient réfugiés, qu'ils avaient trouvé armes, munitions pour aller continuer la bataille chez eux. Donc, le peuple haïtien, effectivement, lui en s'est gré. Donc, cette mécanique de la dette qui a beaucoup d'effets sur le pays, eh c'est quelque chose qui a enclenché dès 1804 et qui va se poursuivre puisqu'il y a une guerre entre les grandes puissances pour occuper le sous-continent américain, et notamment avec les Américains, et qui va nous valoir une occupation américaine. Alors, Haïti, encore une fois, faut-il le rappeler, n'était pas une nation qui avait une grande armée avec les moyens techniques, et la plus grande puissance de l'époque vient quand même nous occuper, et ça dure près d'une quinzaine d'années avec tout ce que ça veut dire. Et en termes aussi également de conséquences sur les femmes, par rapport, dès qu'il y a des militaires, il y a la prostitution, ça s'en vient, puisque apparemment des soldats ne peuvent pas être en campagne sans ne pas avoir droit au fameux repos du guerrier, et les Haïtiennes devaient en faire les frais. Et la prostitution, sous une forme déguisée ou ouverte, qui l'a accompagnée, mais surtout le démantèlement de la paysannerie armée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, au lendemain de l'indépendance, ces esclaves sont restés armés. Les paysans sont restés armés parce qu'on était tout le temps dans une crainte du retour, parce que la France menaçait tout le temps d'envahir à nouveau d'Haïti pour rétablir l'esclavage, et Napoléon l'avait bien décidé. L'occupation américaine va casser beaucoup ces mouvements-là, les mouvements paysans, et consacrer leur désarmement et surtout leur éjection sur l'échiquier politique national. Et le retour ne se fera qu'après la chute de la dictature des Duvalier en 1986. Et j'y arrive justement. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, Haïti va connaître une dictature terrible qui va durer de 1957 à 1986. Une dictature héréditaire de père et fils, d'abord François Duvalier, ensuite Jean-Claude Duvalier, son fils. Cette dictature est tolérée, voire soutenue par les puissances internationales, puisqu'on est dans un contexte de la guerre froide. Et les dictateurs, pas seulement d'Haïti, pas les dictateurs d'Haïti seulement, les dictateurs avaient bien compris qu'il suffisait d'accuser de communisme toute personne qui questionnait, qui essaie le pouvoir en place, toute opposition, pour qu'ils aient la bénédiction ou qu'on détourne le regard par rapport aux répressions qui pouvaient avoir lieu. Donc, on était tous taxés de communistes, et à ce titre-là, on pouvait les enfermer dans les geôles, les torturer, les disparitions forcées, les exils forcés. Ça ne posait pas vraiment trop de problèmes. Il a fallu attendre qu'il y ait ce changement dans l'administration américaine avec le Carter, où on est au niveau du credo, les droits humains commencent à être de plus en plus répandus, pour qu'il y ait un assouplissement et que les mouvements de revendicatifs puissent reprendre un certain élan jusqu'à capoter la dictature. Donc, encore une fois, voici des éléments qui sont absolument importants pour comprendre la situation d'un pays. Parce que sans la démocratie, lorsque les forces vives d'un pays sont contraintes à l'exil, eh bien, on a beau mettre beaucoup d'argent apparemment sur la table, s'il n'y a pas des savoir-faire
pour les mettre en valeur, eh bien, ça s'en va pas très loin. Et Haïti a vraiment été saigné de toute son intelligentsia. Le Québec le sait, puisque une grande partie des Haïtiens et des Haïtiennes sont venus travailler au Québec. Je parle des intellectuels, là, bien sûr, il y a eu aussi des ouvriers, mais une grosse part s'est retrouvée également en Afrique francophone. 30 ans, c'est peut-être pas beaucoup, ça a l'air de ne pas être grand-chose, mais c'est beaucoup dans la vie d'un pays et surtout d'États jeunes. 200 ans au regard de l'histoire de l'humanité, c'est pas beaucoup. Un siècle à payer une dette, 20 ans d'occupation américaine, 30 ans de dictature. Donc, quand on fait le décompte en termes de souffle qu'a pu prendre cette population pour construire sa démocratie et construire son développement, finalement, c'est très peu. Et en ce qui concerne les femmes particulièrement, la durée de l'exercice des droits, et notamment au niveau politique, est très courte. Les droits civils et politiques ont été vraiment acquis autour des années en 1950. 1957, la dictature arrive. Elle dure quasiment 30 ans. On ne reprend qu'en 86. Donc, l'opportunité, on vote la première fois en 1957, et puis après ça, on n'a plus le droit de créer des associations, on ne peut plus fonctionner. Pendant 30 ans, c'est dans la clandestinité, avec, évidemment, quand on fonctionne dans la clandestinité, l'impact ne peut pas être le même. On reprend en 86, mais c'est le duvalierisme sans Duvalier, parce que la machine est encore en place. Les grands bons du régime contrôlent, et les grandes familles qui leur sont associées contrôlent encore toute la machine. Donc, ça a été très difficile, en plus que les Américains nous avaient légué une armée. Une armée qui ne pouvait faire la guerre à personne d'autre qu'aux populations. Et entre 1986 et 1995, mais cette armée a vraiment pris le relais de la dictature. Donc tout ça pour dire que quand on met dans le contexte, on voit le temps démocratique, il est extrêmement court. Et puis, autre jalon marquant, c'est le séisme du 12 janvier 2010, qui a été une véritable hécatombe au point de vue humain et matériel, qui a provoqué un mouvement de compassion internationale extrêmement large, je le redis encore une fois, et qui a très touché le peuple haïtien, qui a été important. Mais comme on le sait, la compassion est importante, la solidarité humaine, elle est essentielle dans la mesure où c'est des moments où nous, collectivement, peu importe où nous nous trouvons sur la planète, nous pouvons attester du fait que nous avons le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est commun, une détresse que peu importe où on se trouve, qu'on peut partager. C'est extrêmement important de se rappeler ça. On est des personnes. Cependant, la compassion ne construit pas à elle seule. Ça passe par un ensemble de mécanismes, de structures, qui sont des structures des agences internationales, des structures étatiques ou des ONG. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Alors, parmi les mythes qu'il importe de combattre, on a beaucoup parlé de la communauté internationale. Encore une fois, quand on parle de la communauté internationale, c'est un langage un peu abusif parce que c'est clair qu'il ne s'agit pas de l'ensemble des États. La communauté internationale, c'est la communauté internationale occidentale. Il n'a absolument pas été question des pays d'Afrique qui pourtant ont tendu les bras à Haïti en ouvrant leurs universités, en donnant des bourses à des étudiants haïtiens. Et une des solidarités qui s'est particulièrement manifestée à ce moment-là, c'est celle de Cuba. Les Cubains étaient déjà présents en Haïti en termes de l'assistance, de la coopération sud-sud au niveau médical. Et c'est des personnes qui ont développé des savoir-faire avec très peu de moyens. Pendant que dans les aéroports, les grandes puissances internationales se battaient pour le contrôle, pour les stickers, ça veut dire il y avait plein de matériel qui était déjà arrivé, mais qui ne quittait pas l'aéroport parce que les stickers n'étaient pas encore arrivés. Imaginez-vous qu'on puisse laisser sortir des containers et que ce ne soit pas étiqueté d'où c'est la provenance de quel pays. Ah non, c'est pas possible. Donc ça restait, la nourriture pouvait même pourrir dans l'aéroport parce que les stickers n'étaient pas arrivés.
Parce que c'est ça aussi l'autre face des choses. En tout cas, chose non surprenante, les Américains ont gagné ce combat du contrôle de l'aéroport et de comment l'aide devait en sortir. Donc, c'était important de le signaler parce que c'est vrai qu'en dans la presse internationale, on n'a pas beaucoup parlé de l'aide des pays du Sud. La Jamaïque, d'autres pays qui, tout en n'étant pas des États, comme la Martinique et la Guadeloupe, n'ont pas hésité un instant à nous envoyer leurs pompiers. Et la République dominicaine, qui est l'autre partie. Ah, voici un autre mythe. Haïti n'est pas une île, mais bien une moitié d'île. On partage l'île de Quisqueya avec une autre république qui est la République dominicaine. Par abus, on parle, oui, mais en fait, on n'est qu'une moitié d'île. Toute l'île ne nous appartient pas, on la partage avec nos voisins dominicains. Eux aussi sont venus tout de suite à la rescousse. Et il faut le dire, ils ont attesté du fait de n'avoir pas oublié que lorsqu'au début du 19e siècle, la République dominicaine avait été gravement frappée par un séisme, Haïti avait été présent pour eux. La République dominicaine s'est rappelée de cette solidarité et est venue le témoigner, notamment au niveau des vivres alimentaires, en les mettant à la disposition d'Haïti. Et puis, concernant spécifiquement le Canada, et en particulier le Québec, je dis en particulier le Québec parce que dans les vécus des populations haïtiennes, ils connaissent bien sûr le Canada, mais il y a des liens effectivement très particuliers plus avec le Québec et de manière restrictive. Quand un Haïtien et une Haïtienne parlent du Canada, au fait, ils parlent du Québec. Bon, il y a plein de raisons, l'immigration, la langue. En fait, si on ne s'en rend pas compte, il n'y a que 2 États francophones dans la région, c'est le Canada et Haïti, il n'y en a pas d'autres, puisque la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ne sont pas des États, mais des départements français d'outre-mer. Donc, on est bien condamné à essayer de se comprendre et de cheminer ensemble, hein, surtout par rapport à ce côté culturel et à la préservation de la langue. On est noyé dans un environnement anglophone et hispanophone. Donc, ce cadre a été posé. La question se pose, comment est-ce qu'au niveau des droits des femmes, on a navigué là-dedans? La première chose que je pourrais dire, c'est que le mouvement le mouvement des femmes haïtiennes, c'est l'un des mouvements sociaux les plus anciens. C'est un mouvement qui est né tout de suite après, de manière organisée, après la Première Guerre mondiale. Haïti a d'emblée été, d'une part, Haïti en tant qu'État a été partie prenante de l'élaboration de la charte de Nuremberg pour le procès des nazis. Tout petit pays, mais il y en avait que 19. Haïti était parmi ces 19 pays. Et au niveau des femmes, il y avait eu ce mouvement international qui s'appelait les femmes pour la paix et la liberté. Haïti a d'entrée de jeu, les femmes haïtiennes ont été membres de cette ligue-là. Et puisque, entre-temps aussi, on était sous l'occupation américaine, non seulement elles ont posé ce problème-là de la paix, le problème des petits pays par rapport aux grandes puissances, et les effets des guerres sur les femmes. Et dans les années 30, ça a pris une autre allure, le mouvement s'est émancipé en tant qu'antenne, pour, au fur et à mesure, développer un autre aspect et qui a constitué une autre ligue qui s'appelle la Ligue féminine d'action sociale, qui est la première organisation féministe en tant que telle, qui a existé dès les années 30, mais qui était très mal vue par le pouvoir en place, qui ne leur a donné la reconnaissance officielle qu'à partir de 1934. Cette première organisation féministe s'est attelée vraiment à la conquête des droits civils et politiques. Le fait que les femmes puissent être reconnues comme des personnes à part entière et le fait qu'elles puissent exercer leurs droits politiques. Alors, les conquêtes se sont faites avec des mouvements de retrait et de recul. Elles ont eu des gains où ces droits, les droits ont été reconnus, mais le pouvoir a changé, les droits leur ont été enlevés. Et ça a été un jeu comme ça, c'est assez fatigant, mais c'est comme ça.
on donne. Donc tout ça, là, je crois que quand même, ça peut avoir l'air comique de dire on donne des droits, on les enlève, mais ça fait penser à une chose, c'est que les droits ne sont jamais acquis une fois pour toutes et que la vigilance s'impose lorsque les régimes politiques changent et on est dans un monde où de plus en plus il y a un virage très à droite et il faut prendre la mesure de ce que ça signifie en termes des droits et des libertés fondamentales. Donc, ce n'est pas vrai que, puisqu'on jouit actuellement dans une bonne partie du monde un certain nombre d'acquis démocratiques qui sont irréversibles. Ce n'est pas vrai, d'autant plus que ces pouvoirs-là, on se rend compte par rapport à certains désengagements citoyens, peuvent même se prévaloir de la légitimité, puisqu'ils sont élus. Et comme on est dans ce format démocratique, du moment qu'on est élu, même si une grande partie de la population n'a pas voté, ne sait pas être, on est élu, donc on se part de cette légitimité-là. Et c'est pour ça que je crois que vraiment on est à un moment du monde où on doit vraiment réfléchir sur cette question de la démocratie, sur la manière de l'élaborer, la représentation, puisque la question de la légitimité est de plus en plus évacuée au profit de la question de l'aspect légal. C'est légal. La légitimité préoccupe de moins en moins. Or, je crois que c'est ça qui est le danger pour la démocratie, justement. Que le légal l'emporte totalement sur la légitimité. Non pas que le légal ne soit pas important. Il est important, mais sans la légitimité, je doute fort que ça puisse produire plus d'épanouissement, plus de liberté dans les sociétés, quelles qu'elles soient. Donc, pour en revenir à notre condition féminine, donc il y a eu ce premier mouvement et puis le coup d'arrêt que j'ai évoqué avec la dictature pendant presque 30 ans. Mais dès 1986, il y a eu résurgence du mouvement. La dictature a capoté le 7 février. Et le 3 avril, donc aujourd'hui, c'est une date importante en Haïti, le 3 avril, il y a eu la plus grande des manifestations de femmes à travers le pays. Il y a une grande démonstration où les femmes, des manifestations avec que des femmes, que ce soit à la capitale et dans toutes les grandes villes du pays, ont marché pour dire, qu'elles ne voulaient pas que la démocratie se construise sans elles, mais surtout à leurs dépens. Deuxièmement, pour poser vraiment les revendications essentielles par rapport aux droits des femmes. Et une des revendications fondamentales, quelque chose de détestable qui existe encore aujourd'hui en Haïti, ce que nous appelons le droit de cuissage. Le droit de cuissage, c'est le fait que des patrons ou leurs sous-fifres s'arrogent le droit pour que des femmes gardent leur emploi de faire du marchandage sexuel. Dans un pays où les gens sont dans la précarité absolue, il n'est pas toujours aisé pour les femmes de refuser cela. Donc, c'est vraiment la marchandisation du corps des femmes. Donc ça, c'était une des revendications très fortes. Ensuite, la question de la violence faite aux femmes. Et puis, en quatrième lieu, la question de la participation politique des femmes. Donc, le 3 avril, et depuis lors, le 3 avril est consacré en Haïti comme la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Donc, ça se situe bien. Donc, pour nous, il y a le 8 mars qui est la journée internationale des femmes et le 3 avril. Donc, nous, notre célébration s'étend entre mars et avril. Et au moment où je vous parle, je passe mon 3 avril avec vous, mais mes consoeurs en Haïti, mes camarades, sont en train de célébrer la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Et c'est cette date symbolique qu'on avait retenue pour faire ratifier par le Parlement la Convention Belém do Pará, qui est la Convention interaméricaine contre la violence faite aux femmes. Donc, reprise de ce mouvement, donc, mais avec une différence qu'il y a à partir de 86, c'est que le mouvement s'est vraiment étendu dans l'ensemble du pays, avec des groupes de différentes tendances. Au fait, c'est une mosaïque. Si on peut dire, c'est un mouvement à deux vitesses, pour le présenter schématiquement. D'une part, on a une avant-garde féministe qui est constituée d'organisations qui se sont fondées par rapport à la question de la condition féminine et de la défense des droits des femmes, et des groupes d'intérêt, mais qui sont des groupes féminins, mais où
les groupes se retrouvent parce que, bon, il suffit de mettre des femmes ensemble, mais vous n'avez pas besoin de leur dire, mais elles parlent de tout et de rien, elles se rendent bien compte. Tiens, moi j'ai des problèmes de garde d'enfants, j'ai des problèmes de paternité responsable, eh ben oui, eh ben, on s'en sort bien partagé. Donc, c'est quelque chose qui est très frappant en Haïti, c'est que quel que soit le point du territoire où vous allez vous rendre, vous allez trouver un groupe de femmes. Aussi petit soit-il, il y a un groupe de femmes partout. Et un ensemble de questions concernant les droits des femmes, elles sont au courant et elles ont compris qu'il est important qu'elles se mettent ensemble entre femmes pour traiter d'un ensemble de questions. Et c'est là qu'il est important de faire un sort, comme Denise le demandait, au mythe. Souvent, quand on présente Haïti, on a tendance, par exemple, à se référer à certaines sociétés d'Afrique noire, sauf que, malheureusement, nous sommes une population, on a été des déportés, on a été mélangés avec des Amérindiens, ensuite passé à la sauce européenne, ça a donné un nouveau produit qui est haïtien. OK? On est né dans le nouveau monde. Haïti, on n'a jamais été dans le troc. On est né dans le numéraire. Ça veut dire un Haïtien n'a aucune référence. Si vous lui dites ça, votre bouteille d'eau, combien elle vaut par rapport à une chaise? Non, il va vous dire, ça vaut tant de dollars. Ta bouteille d'eau, ça vaut tant. On est né dans les Amériques. On est un pur produit des Amériques. Donc ça, c'est une première confusion à lever. Concernant la présence des femmes, il y a beaucoup d'apparences trompeuses qui pourraient laisser croire qu'Haïti n'est pas une société d'obédience patriarcale. Les femmes ne sont pas cloîtrées. Elles sont très présentes dans l'espace public. Elles circulent. Elles ont des activités. Vous regardez dans la rue, beaucoup de femmes en train de vendre. Merci. Vous voyez beaucoup de petites filles, de jeunes filles qui vont à l'école. Mais c'est des apparences bien trompeuses. Ça n'empêche que, en termes du statut qui leur est réservé, eh bien, ce statut est marqué par la dévalorisation, ce qui est féminin, absolument pas valorisé. Bien au contraire, par la discrimination. Elle peut être sournoise, mais des fois, elle est très patente. Il a fallu se battre pour que l'accès à l'éducation soit garanti aux filles et aux femmes. Ensuite, la violence et un ensemble d'abus. Il faut dire qu'au niveau du cadre juridique, alors c'est un des paradoxes d'Haïti, voici un pays qui a fait une révolution anti-esclavagiste, mais qui continue à être tributaire du code colonial. Le code colonial étant le code Napoléon. On est tributaire du code Napoléon dans les textes de loi concernant les droits des femmes. Donc, comme Napoléon n'était pas connu comme étant un grand démocrate, on parlait, oui, c'est un grand conquérant peut-être, et puis du côté de ceux qui conquièrent, mais pour ceux qui étaient dominés, on ne le considère pas du tout comme grand, et avec une vision de sujet. Les gens étaient des sujets, il ne s'agissait pas de citoyens et de citoyennes avec des droits. Donc, il y a ce paradoxe-là. On est tributaire dans les textes de loi et c'est intéressant de voir la réticence qu'il y a avec les gouvernants actuels à se délester de ce carcan colonial. On n'a pas encore très bien compris. Bon, bien sûr, il y a des intérêts politiques, mais c'est pour montrer comment, quelque part, la misogynie, même quand elle n'est pas... c'est pas nécessairement très clair au niveau de ceux qui la pratiquent, mais c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, ça traduit bien qu'il s'agit d'une société patriarcale où la domination masculine est la règle. L'autre élément qui fait souvent croire qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le statut des femmes, c'est en ce qui concerne le marché du travail. On n'observe pas de mouvement de retrait sur le marché du travail des femmes à cause d'une grossesse ou d'une maternité. Cela est dû, bien sûr, aux conditions de vie qui sont difficiles, où les femmes ne s'arrêtent pas de travailler parce qu'elles sont enceintes. Elles ne vont pas s'arrêter de travailler non plus parce qu'il y a une nouvelle, il y a une naissance. Dans certains milieux relativement aisés, la question du congé de maternité existe, OK, mais il est très limité. Il est officiellement de 3 mois, moyennant que l'employeur paye 1 mois et demi et l'État paye le mois et demi. L'État ne payant jamais le mois et demi, et comme il y a une bouche de plus à nourrir, même les femmes qui ont droit, puisque le filet social ne couvre pas tout le monde, on n'a pas un système de sécurité sociale, donc inutile de dire que c'est quelque chose qu'on n'observe pas.
Autre élément à épingler pour bien comprendre ce cadre-là, c'est la question de la dynamique des unions. On parle souvent dans la littérature officielle que vous allez voir, on parle souvent du mariage, etc. En Haïti, le mariage est quelque chose de minoritaire, disons, puisque la grande majorité de la population est inscrite dans des unions, mais qui ne sont pas l'union mariage. Nous sommes dans des unions traditionnelles, qui sont certainement des survivances de nos origines africaines, et qui sont nettement prépondérantes. La première forme d'union, c'est ce qu'on appelle le plaçage. Le plaçage, c'est exactement la même chose que le mariage, sauf qu'on ne passe pas devant un officier d'état civil, il n'y a pas d'acte. L'acte est passé, c'est par devant la communauté. Il y a des règles, c'est réglé par le droit coutumier, ça veut dire on sait si en cas de séparation comment ça se passe, mais il n'y a pas de codification dans les textes de loi. Encore un paradoxe, ce pays qui fait cette révolution au nom de la liberté anti-esclavagiste n'est pas capable, n'a pas été capable de garantir dans la pratique ses droits à ses ressortissants. Ça veut dire, puisque la grande majorité, on est à peu près à 14% de mariage, donc c'est pour ça que les statistiques peuvent être comiques des fois, c'est comme si un pays de célibataires. Tout le monde connaît, on sait nos parents, on voit nos frères et sœurs, mais ils sont célibataires officiellement, puisque dans la logique d'exclusion que traduisent les formulaires d'enquête ou de statistiques, c'était toujours le mariage, ça veut dire le modèle dominant, même s'il ne traduit pas les réalités vécues. Donc, on pose la question, vous êtes marié? Non. Non, on n'est pas marié. Mais on ne posait pas, alors que, il faut dire qu'on a pu quand même, avec l'Institut haïtien de statistique, travailler pour que les formulaires parlent d'union. Quand on parle d'union, les gens, ah oui, je suis dans tel type d'union. Donc, l'union, le plaçage, c'est comme le mariage, ça implique la cohabitation permanente, mais on n'est pas passé devant l'officier d'état civil. Et une autre forme d'union, qui est surtout prépondérante en milieu urbain, c'est ce qu'on appelle littéralement vivre avec. Au fait, c'est une forme d'union où la cohabitation n'est pas permanente. Chacun est chez soi. C'est chouette, hein? Chacun est chez soi, c'est très bien. Chacun est chez soi, mais on se retrouve régulièrement. Mais on sait qu'on forme une unité familiale. Ça veut dire que le partage des charges, etc., la gestion de la famille. Mais quand même, c'est pas égal, tout à fait égal, puisque le lieu de rencontre, c'est toujours chez la femme, et les enfants sont chez la femme. OK? Mais on a chacun, quand même, on est maître ou maîtresse chez soi. Donc, il y a le fait que, contrairement à ce qui se dit, que ce n'est pas le mariage qui est la forme d'union prépondérante. Loin de là, absolument pas. Par contre, la polygamie existe bien en Haïti et est parfaitement tolérée. Elle n'est pas légale. Ça veut dire un homme ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. Et quand, même dans la pratique, comment elle existait, ça n'a rien à voir avec le modèle qu'on connaît dans certains pays d'Afrique, ou avec des coépouses, où on cohabite ensemble. Non, en Haïti, on ne connaît pas ça du tout. Chacun est chez soi. Chacun est chez soi, mais un homme peut se retrouver impliqué dans plusieurs types d'unions. Alors, on peut démultiplier ça à l'envie, hein. Il peut être marié, il peut être placé, il peut être dans une relation de vivre avec, il peut avoir des aventures, il peut avoir des maîtresses. Donc, quand on analyse, on se rend compte au fait qu'il y a deux grands schémas. D'une part, la polygamie masculine et d'autre part, en ce qui concerne les femmes, la monogamie en série. C'est-à-dire que les unions sont assez instables, mais en général, quand les femmes sont en union, elles sont en union avec une personne. OK? Et c'est pour ça, on a eu la difficulté à bien faire comprendre ça aux agences internationales qui faisaient des programmes de santé par rapport au sida. Ça ne servait à rien, ce slogan de dire la fidélité, un seul conjoint, une seule conjointe. Ben oui, je suis avec Jacques pour cette année, mais je ne suis qu'avec Jacques. L'année prochaine, je suis avec Jean. Je ne suis qu'avec Jean. Sauf que pour le sida, ça ne change rien. Puisque si on ne tient pas compte de la monogamie en série, ça ne tient pas. Donc, OK, les femmes n'utilisaient pas de préservatif parce que c'est monogame. C'est monogame, sauf que la monogamie est pour un temps donné. Donc, ces variables-là, c'est extrêmement important d'en tenir compte
de ces questions de genre dans les politiques publiques. La même chose par rapport au credo de l'allaitement maternel exclusif. On nous a bassinés dans les pays du tiers-monde, oui, vous devez allaiter exclusivement vos enfants parce qu'on a redécouvert ça. Que c'était la vertu par excellence, comme si tout le monde avait les moyens, bien sûr, toutes les femmes du tiers-monde ont les moyens de tirer le lait, on a le frigo, l'électricité, et puis on a surtout du monde pour donner le biberon à notre bébé pendant que nous, on s'en va travailler dans les bureaux. Évidemment que ça n'a pas marché. Deuxièmement, les femmes, nous, les féministes haïtiennes, on s'était intéressés à comprendre pourquoi les femmes ne faisaient pas l'allaitement maternel exclusif. Et il s'est avéré que c'était vraiment une question de genre. Les femmes, on a un gros problème d'irresponsabilité paternelle. C'est pour ça que le gros des familles sont des familles monoparentales féminines. Les hommes inscrits dans la polygamie pondent des enfants à droite, à gauche, et n'assument pas la responsabilité. Les femmes disent que elle joue sur les perceptions sociales du moment. Lorsqu'une femme vient d'accoucher, elle bénéficie d'une espèce de clémence sociale, si on peut dire, et de la pression. Un homme qui a une femme qui vient d'accoucher, dont il est le père de l'enfant, va se faire très mal voir si, à ce moment-là, ça dure quelques mois, il n'est pas en train de montrer qu'il joue son rôle de père. Et d'ailleurs, une anecdote, quelque chose de très amusant, les boîtes de lait que les gens vont acheter, on achète les grandes boîtes de lait, le lait en poudre, quand vous l'achetez, on vous le met dans un sac. Mais en général, les gens n'utilisent pas le sac, on le porte sous le bras pour que ce soit bien visible que je vais apporter ma boîte de lait, que je suis un peu à la mère. Donc, c'est extrêmement important. Donc, les femmes disent, c'est le moment où elles peuvent obtenir une participation. Si elles ne faisaient que l'allaitement exclusif, elles n'obtiendraient pas une contribution du père parce que cet état de grâce ne va pas durer dès que l'enfant commence à grandir. Bon, et puis certainement, il y a un autre bébé qui est né entre-temps, il va aller faire sa démonstration ailleurs. Donc, cette mère-là ne va pas en bénéficier. Donc, c'est des stratégies que les femmes développe. En plus de ça, il y a les contraintes objectives de pouvoir. C'est très beau de dire, oui, je me suis consacrée uniquement à mon enfant, mais encore faut-il pouvoir se permettre de ne faire que ça. D'autant plus qu'il y en a d'autres. Et puis que dans leur rôle, les femmes, le soin aux personnes, pas simplement aux enfants, à toute personne membre de la famille leur incombe. Donc ça fait beaucoup de tâches. Alors, ça m'amène à introduire cette question. Encore un des mythes, c'est par rapport au pilier de l'économie. On a souvent décrit les femmes haïtiennes, on parle d'elles. D'ailleurs, c'est très, à la limite, on a presque la larme aux yeux. Elles portent Haïti sur leur tête. On vous montre des belles photos qui sont prises par des professionnels magnifiques, ces femmes avec des paniers gigantesques. Comment est-ce qu'une femme, on la voit toute frêle, elle porte ce panier-là, plein de fruits, de légumes, etc. Or, elle porte Haïti sur leur tête. C'est très gentil. OK, mais lorsqu'on essaie d'analyser point de vue économique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elle porte le fardeau, mais en termes de contrôle de l'économie, eh bien, pour dire ça vite, c'est que dalle. En fait, il n'y a pas de contrôle de l'économie puisque les femmes, en fait, jouent le rôle, dans un état défaillant, d'assurer la circulation sur l'ensemble du territoire et dans une bonne partie avec l'étranger. Ce lien-là, c'est elles qui le font. Dans un pays où il y a les routes manquent, eh bien, c'est les femmes, elles portent Haïti sur la tête, oui, sur les petits chemins où les voitures ne peuvent pas arriver. Eh bien, c'est elles transportent tout. Mais en fait, en termes de revenus économiques, ce que ça veut dire pour les femmes, c'est très peu. Mais on nous valorise avec ça en disant vraiment, vous êtes les piliers de l'économie. Mais lorsqu'on regarde le contrôle et le revenu, c'est les produits de première nécessité, beaucoup d'alimentation. C'est pas ça qui rapporte le gros de l'argent, d'autant plus qu'elles ne sont pas toutes les productrices. Elles sont des commerçantes. Et compte tenu du niveau de vie de la population, si les produits sont vraiment trop chers, personne ne les achètera. Donc, au fait, c'est le travail de créer ces liens, de faire circuler tous les produits qui leur incombent. Mais quand on analyse, on prend un panier d'une marchande, quand on analyse ce revenu par rapport à un industriel qui va produire un baril de vétiver,
d'huile essentielle, eh bien, ça vaut le travail je sais pas, de 10 000 marchandes. En plus, on ne se pose pas la question au niveau économique, puisque comme dans tous les pays du tiers-monde, on n'a pas échappé à la question du microcrédit, qui est comme une panacée, le microcrédit. Pas que c'est pas bien, ça a aidé des gens, mais il faut bien qu'on arrête de faire croire aux gens que du microcrédit, c'est du capital, que ça permet d'investir et de développer. En tout cas, on n'a toujours pas vu les exemples, et on a vu des scandales qui sont arrivés avec la Grameen Banks, si je ne m'abuse. Donc, oui, c'est un petit push qui peut aider quelqu'un dans une mauvaise passe ou bien à continuer de la survie, mais en aucun cas, ça ne produit du développement. Et tous les rapports que vous voyez sur le microcrédit, on nous dit, oh, vraiment, les femmes, elles sont sérieuses, elles remboursent, c'est nickel, il n'y a pas de retard. Sauf que personne n'a été voir en général, sauf les féministes, comment est-ce que ces remboursements se font? D'où vient cet argent? Est-ce que c'est l'argent qui a été prêté, qui a fructifié, qui permet le remboursement? Pas de surprise, mais en général, ce n'est pas le cas. Mais simplement, les femmes ont conscience de la nécessité, puisque l'accès au circuit bancaire formel ne leur est pas donné. Il y a beaucoup de difficultés. C'est important de donner, c'est une espèce de fenêtre d'opportunité pour elles, de garder ça ouvert. Ça permet, comme elles le disent dans leur propre langage, de faire un roulement, de tout le temps rouler. Ça veut dire, j'emprunte là, je peux faire, et puis quand je vais emprunter l'autre, je rembourse, etc. De répondre aux urgences en numéraire. Mais on n'est pas en train de parler de personnes qui contrôlent l'économie. Bien sûr, il y a quelques femmes, on les appelle dans notre langage des Madame Sarah. Le Sarah, ça fait référence à c'est un oiseau de chez nous, qui est un oiseau voyageur. OK? Donc les Madame Sarah, c'est ces madames qui voyagent dans les Caraïbes, un peu plus loin d'ailleurs. Il y en a, c'est assez étonnant parce qu'on parle de femmes peu éduquées. Le gros du commerce avec la Chine est assuré de manière étrange par ces commerçantes. Moi, je n'arrive vraiment, je dois dire, je reste baba. Je ne sais pas comment elles ont fait, comment elles font pour atterrir jusqu'en Chine, ne parlant ni français, ni anglais, ni espagnol, ni aucune langue internationale. Mais le capital sait reconnaître ça. Quand il y a de l'argent, ils ont mis la structure qu'il fallait pour accompagner ces femmes, leur permettre de faire leurs achats. Et c'est pour ça tout le déferlement des cellulaires bon marché, ça veut dire, même l'haïtien le plus pauvre a accès à un cellulaire. C'est pas comme chez vous, là, on a des cellulaires, vraiment, ça coûte pas grand-chose. Les gens sont souvent étonnés, ils disent, ah, il a un cellulaire, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais non, pas du tout. Plus la diaspora nous en fournit beaucoup, puisque c'est une manière pour les gens de communiquer avec leur famille. Les communications coûtent peu cher, puisque l'argent se fait sur les prélèvements, sur les appels internationaux. Comme vous savez, Haïti a une grosse diaspora, donc c'est très rentable. Donc on n'a pas besoin de vendre le cellulaire, et puis on ne parle pas de cellulaire très, très, très sophistiqué. Donc ça, cette résilience dont nous chante beaucoup le credo, il faut voir qu'en fait, ça traduit des ségrégations, au fait, au niveau de l'économie. Et pour les autres centres de travail qui sont majoritaires pour les femmes, même si on parle beaucoup des femmes commerçantes, en fait, c'est les travailleuses domestiques. Les travailleuses domestiques, parce que quelle que soit la catégorie sociale, tout le monde a une bonne en Haïti. La bonne elle-même ayant une bonne. Et au dernier ressort, quand on ne peut vraiment pas avoir de bonne, on va faire appel au travail des petites filles en général. OK? Qui, elles, ne sont pas payées. Donc, et ça, c'est une des grosses batailles du mouvement des femmes haïtiennes, c'est la législation sur le travail domestique, puisque ce n'est pas réglementé, au contraire, avec le code colonial et les lois de la dictature, le code du travail, tenez-vous bien, prévoyait que les travailleuses domestiques ne faisaient pas partie des travailleuses. On s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'elles étaient? Peut-être que c'était des martiennes, mais elles ne sont pas des travailleuses. Les travailleuses domestiques ne sont pas des travailleuses. Il faut le dire, cette phrase-là. Hein. Tout ça, c'était pour justifier qu'il n'y ait pas de salaire minimum et que ça dépendait de la volonté de la personne qui est employée. Donc,
finalement, le niveau de salaire est déterminé par mon propre revenu et ma bonne volonté. Donc, ce qui laisse place à beaucoup d'abus et d'exploitation. Donc ça, c'est un des gros contingents du travail, c'est le travail domestique salarié. On a pu faire une avancée minimum pour faire voter une loi à ce sujet. Cependant, une des autres anomalies, c'est que la votation ne suffit pas. Il faut que la loi soit promulguée pour qu'elle puisse être applicable. Et l'exécutif tarde souvent à promulguer les lois qu'il n'aime pas. Et c'est le cas pour la loi sur le travail domestique, c'est le cas pour la loi sur la paternité responsable et la filiation, qui prévoit qu'on ne demande pas aux gens d'être ensemble, qui prévoit que, eh bien, vous avez un enfant, mais vous avez l'obligation de vous en occuper, point barre. On ne demande pas aux parents d'être ensemble, mais vous prenez la responsabilité de mettre un être humain sur terre, vous avez la responsabilité de vous en occuper, et aussi la question du droit à l'identité pour les enfants. Parce que si vous êtes catholique, vous cherchez des vierges, il faut venir en Haïti, parce que la plupart des actes de naissance étaient marqués, c'est toujours des pères inconnus. Donc on les a fait tout seuls, nos gosses. Donc, vous croyez que la Vierge Marie, c'était qu'une seule fois? Eh bien, en Haïti, c'est tous les jours la Vierge Marie, vous pouvez venir voir. Donc, on se bat beaucoup au niveau de l'identification nationale. Et c'est en ce sens que le combat des organisations de femmes rencontre beaucoup celui des autres organisations de droits humains. On travaille, bien sûr, on est à l'avant-garde de certaines revendications, mais on est, comme vous direz ici, là, tricoté serré, c'est ça? Tricoté, j'adore cette expression. Tricoté serré avec les organisations de droits humains qui portent la revendication de l'enregistrement à l'état civil et de l'identification. L'enregistrement à l'état civil, puisque bon nombre d'enfants naissent sans être jamais enregistrés. Le fait de ne pas être enregistré, de ne pas avoir d'acte de naissance, c'est pas simplement le papier qu'on n'a pas. On n'a pas accès, on ne peut pas dire « je » devant l'État. On ne peut pas revendiquer formellement parce qu'on n'existe pas. Et le minimum de couverture sociale qui existe, on n'y a pas accès puisqu'on n'a pas d'existence. Et lorsqu'on devient adulte, si on veut, par exemple, une femme se fait violer, elle veut porter plainte, le fait qu'elle n'a pas d'existence juridique est une limitation objective pour que sa plainte soit recevable. Donc, il y a tout ce travail qui est en train d'être fait pour l'accès à l'état civil et aussi l'identification nationale, donc les cartes d'identité qui permettent aux gens de remplir toutes les démarches. Et pour ça, on a proposé que l'État s'appuie beaucoup sur ce qui existe et des réseaux féminins. Le gros des femmes haïtiennes accouchent grâce aux matrones, aux sages-femmes. Okay? Ce n'est pas dans les hôpitaux et les cliniques. Donc, ce n'est pas compliqué, puisque c'est ça qui existe, d'essayer de se dire, faisons que le système repose sur ces femmes-là, formons-les pour qu'elles soient capables d'émettre des certificats, quitte à ce que l'officier d'état civil ensuite lui-même fasse le nécessaire. On peut voir comment le mécanisme peut fonctionner. Au moment où je vous parle, d'ailleurs j'ai reçu le Mélia, on a fait une étude actualisée post-séiste sur le système de l'identification et de l'état civil, qu'on va faire le plaidoyer auprès des autorités pour voir est-ce que ce système pourrait être mis en place. D'une part, ça permettrait de renforcer la formation des femmes, de valoriser un champ d'intervention qui est très féminin. On n'a pas, je ne sais pas si ça existe, des sages hommes, mais nous, en Haïti, nous n'avons que des sages femmes. Valoriser une profession féminine, l'amener à un certain niveau, la responsabiliser et qui permettent de répondre à un problème social qui est réel, c'est le problème de l'identification nationale de l'accès à l'état civil. Pour finir, je voudrais dire, rapidement épinglé, je vais m'arrêter là, c'est les préoccupations actuelles du mouvement des femmes. Nous travaillons beaucoup sur la question de la violence faite aux femmes.
Et depuis 25 ans, nous avons mis en place tout un mécanisme et la structure à laquelle j'appartiens et que je dirige, qui est la concertation nationale contre les violences faites aux femmes, est née de cette préoccupation. C'est une structure tripartite coordonnée par la société civile haïtienne, mais qui regroupe l'État, les organisations de la société civile, les organisations de femmes et organisations citoyennes, et puis les agences internationales. L'idée, c'était qu'on arrête de faire une multitude de petits projets sans lendemain et qu'on ne puisse pas aborder un problème de société comme étant un petit projet. Alors peut-être que ça n'a pas de résonance ici quand on dit petit projet, mais dans les pays du Sud qui subissent la manne des petits projets, quand on dit petit projet, c'est que chaque problème fondamental est vu comme un petit projet sur une durée. Quand il dure longtemps, il dure 3 ans. Et puis on pense qu'à bout de 3 ans, on a résolu ça. Sauf qu'on sait que les sociétés ne se construisent pas avec des petits projets d'une durée de 3 ans. Donc ce mécanisme a été mis en place. Ce qui s'est passé lors du séisme, c'est que beaucoup d'ONG ont déferlé sur Haïti. C'est vraiment le cas de le dire. Vraiment comme la misère sur le pauvre monde. Des néophytes, des gens qui ne connaissaient pas le pays, qui n'avaient aucune expérience. C'est pour ça que la bonne volonté, c'est très bien, mais ça peut faire beaucoup de tort. Alors qu'il y avait un ensemble d'organismes qui ont une longue pratique d'Haïti, qui sont en Haïti, des ONG canadiennes, québécoises notamment, qui travaillent depuis longtemps en Haïti. Mais on les a un peu mis de côté, et toutes sortes de choses venant de tous les pays sont venues en Haïti. Et on décidait qu'il n'y avait rien, que Haïti est une île vierge, et qu'on allait tout inventer. Et on a surtout donné dans le médiatique. Et c'est pour ça qu'on a pu voir des choses qui nous ont énormément choqués en Haïti, qu'on voyait des titres de journaux qui parlaient d'épidémie de viol. Si on prend 2 minutes pour réfléchir, le mot épidémie, ça veut dire que c'est une maladie. Eh bien, une maladie, ça se soigne. On essaie, c'est les laboratoires qui doivent travailler à trouver le vaccin. Et si on trouve le vaccin contre le viol en Haïti, eh bien, je pense que ce vaccin va être international, il va être utilisé au Canada, aux États-Unis. Donc, c'est très choquant quand des gens... Mais ça veut dire, il y a une espèce de retenue journalistique qui n'a même pas... Qu'on parle des pays comme Haïti. Ça veut dire, on peut se permettre de dire épidémie de viol. Je ne sais pas si je pourrais me permettre d'écrire ça sur les États-Unis ou sur le Canada, et que personne ne relève. Mais l'idée, c'était, dans les camps de personnes déplacées suite au séisme, bien sûr qu'il y a eu des viols. Pas plus qu'il y en a eu dans les communautés, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le séisme? C'est la même société. Ben, il y a eu des déplacements de quartiers. Ben, on s'est retrouvés dans les camps. Ben, c'est un microcosme. Les camps, c'est des microcosmes de la société, avec tout ce qu'il y a d'horrible, tout ce qu'il y a de bien, les abus. Et la dynamique des rapports sociaux de sexe n'a pas changé avec le séisme. Donc, ce n'est pas étonnant. Cependant, l'approche qui a été adoptée, c'est qu'on a mis le focus là-dessus parce que c'est ça qui était médiatiquement plus attrayant, plus sexy à vendre, alors que toutes les statistiques ont toujours montré, et celles concernant le séisme l'ont confirmé, que la première des violences faites aux femmes étaient les violences conjugales. Mais après un séisme, ça n'a pas d'allure de dire oui, le problème des femmes haïtiennes en termes de violence, c'est des femmes qui se font battre par leur conjoint. Dire épidémie de viol, c'est plus vendable. Ça nous avait beaucoup choqués, on a beaucoup protesté par rapport à ça, puisque ça donne une image de victimisation, la première chose. Toutes les femmes haïtiennes, on est toutes violées, hein? Et tous les hommes, bien sûr, sont des prédateurs. Nous n'avons pas cette image des hommes. Il y a bien sûr des gens qui violent, mais on n'a pas une image que les hommes, par définition, sont des violeurs et les femmes, par définition, sont des violées. C'est pas du tout notre perception et rien ne le montre. Par ailleurs, ça a servi à occulter ce qui se passait dans les communautés qui ne s'étaient pas déplacées. Non pas qu'elles n'aient pas été victimes du séisme, mais c'est des communautés. Les gens ont préféré dans l'ensemble rester dans les quartiers, même si c'était sous les décombres, devant chez eux, même s'il n'y avait plus de chez eux. Mais rester dans les quartiers, justement, où on se connaissait. Parce qu'un camp, c'est très anonyme, c'est gigantesque, c'était pas très sécuritaire.
Donc, ça a mis du temps avant qu'on applique les normes concernant la protection des femmes dans les camps. Donc, les gens préféraient rester dans leur quartier. L'autre perversion qu'il y a eu, c'est le fait que, justement, par rapport aux autres violences subies, les gens ne les déclaraient pas pour ce qu'elles étaient parce qu'on se rendait bien compte que l'aide internationale n'était intéressée à être offerte qu'à des personnes victimes par rapport au séisme ou par rapport au viol. Donc, les gens ayant un besoin objectif et réel d'avoir accès à certains services, eh bien, ont déclaré des viols. Et c'est pas ça qui est tellement grave. C'est le fait de les conditionner à le faire. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas se donner la peine d'appliquer les protocoles qui existent au pays pour vérifier. Parce que dans les organisations, au départ, quelqu'un vient déclarer un viol, on est avec ces personnes. Mais la crédibilité qui fait que depuis 30 ans, on puisse faire notre travail, nos rapports, et qui sont reconnus, c'est qu'on se donne la peine quand même de fouiller la question, d'enquêter, de valider, de voir, et aussi de faire les examens qui s'imposent pour pouvoir établir le fait. Parce qu'on ne parle pas du principe que parce que c'est une femme, c'est un ange, donc elle va toujours dire la vérité. Donc c'est ça la crédibilité. Là, on ne s'est même pas donné la peine de faire ça, et on a sorti des chiffres absolument. Quand on faisait le calcul, finalement, toutes les femmes de la capitale ont été violées. Les chiffres de viol souvent ont dépassé la population. Mais comme il s'agit d'un pays comme Haïti, c'est pas grave, c'est pas nécessaire d'être très scientifique. Donc, cette attitude-là a été très mal reçue et beaucoup d'argent a été dépensé là-dessus. Et le fait de ne plus s'occuper d'autres cas de violence et de la prise en charge de la violence en tant que telle, comme les protocoles que nous avons établis, que nous avons testés, ça fait depuis les années 2000 qu'on a établi un ensemble de protocoles, les documents existent, la formation du personnel soignant, les fiches de collecte de données, et notamment la fiche médicale. Je voudrais juste dire deux mots là-dessus. Dans un pays où partout les phrases